Imaginez disparaître dans les airs à plus de 7300 mètres d'altitude sur la deuxième montagne la plus haute du monde. C'est exactement ce qui est arrivé en juillet 2013 quand l'alpiniste vétéran Marty Schmidt et son fils Denali ont disparu sur le K2. Mais qu'est-ce qui les a poussés à continuer l'escalade quand tous les autres avaient décidé de faire demi-tour? Découvrons-le. Au sommet des montagnes les plus meurtrières du monde, où l'air se raréfie et où la glace ne fond jamais, un homme a forgé une réputation dont les grimpeurs parlent encore en chuchotant. Son nom était Marty Schmidt. Né aux États-Unis, mais ayant fait de la Nouvelle-Zélande son foyer par la suite, Marty n'était pas simplement un autre aventurier en quête de gloire. C'était le type d'alpiniste qui faisait paraître l'impossible routinier. Bien avant que le K2 n'entre dans son histoire, la vie de Marty était déjà définie par les extrêmes. Il a servi dans l'armée de l'air américaine comme secouriste parachutiste, un rôle qui exigeait du courage sous le feu ennemi et la capacité de survivre dans les conditions les plus dures de la Terre. Cette discipline l'accompagnerait vers les montagnes, où il s'est rapidement fait un nom en conquérant l'Everest plusieurs fois, en vainquant le Gasherbe et le Broad Peak, et même en ouvrant de nouvelles voies sur le Denali. Marty était respecté à la fois comme un grimpeur féroce et comme un mentor pour ceux qui le suivaient. Mais ce qui rendait son histoire différente n'était pas seulement les montagnes qu'il escaladait, mais avec qui il les escaladait. En 2011, aux côtés de son fils Denali, il a ouvert une nouvelle ligne audacieuse sur le pic le plus haut d'Amérique du Nord. Ils l'ont appelé la voie du père et du fils, un nom symbolique qui en disait tout sur leur lien. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre des sommets. Il s'agissait de partager la lutte, le risque et les triomphes extraordinaires en tant que père et fils. Ce partenariat deviendrait légendaire de plein droit. Et en 2013, il les mènerait tous les deux au K2, la montagne la plus dangereuse de la Terre. Mais ce qui a commencé comme la plus grande aventure d'un père et de son fils allait bientôt devenir l'une des tragédies les plus hantées de l'alpinisme. Denali Schmidt ne suivait pas seulement les traces de son père. Il se frayait son propre chemin dans le monde de l'escalade. Nommé d'après la plus haute montagne d'Amérique du Nord, Denali semblait destiné au sommet. Mais il n'était pas seulement un athlète. C'était un artiste, un photographe et quelqu'un avec une curiosité agitée pour le monde. À seulement 25 ans, il portait en lui un mélange d'énergie juvénile et une maturité surprenante qui le faisait se démarquer. Quand lui et Marty ont formé une équipe, ce n'était pas l'histoire typique d'un vétéran traînant un débutant. Denali était fort, capable et entièrement engagé envers les dangers qui les attendaient. Leur partenariat était quelque chose de rare dans l'alpinisme. Un père et un fils partageant des cordes, des campements et le silence de l'air raréfié des hautes altitudes. Pour d'autres grimpeurs, c'était plus qu'inspirant. C'était presque surréel. Ensemble, ils sont devenus une équipe construite sur une confiance que seule la famille pouvait fournir. La voix du père et du fils sur le Denali d'Alaska a prouvé qu'ils n'avaient pas peur du risque. Ils l'embrassaient. Chaque escalade devenait un lien scellé dans la glace et le danger. Leur vie littéralement liée par une corde. Mais alors que leur connexion leur donnait de la force, cela signifiait aussi que chaque risque était doublé. Sur le K2, la montagne la plus meurtrière de la Terre, ce lien serait bientôt testé de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Parce qu'après avoir triomphé sur le Broad Peak au début de cet été, ils se sont retrouvés à un carrefour, une décision qui déterminerait tout ce qui suivrait. À la mi-2013, Marty et Denali s'étaient déjà prouvés. Seulement quelques semaines avant le K2, ils ont conquis le Broad Peak, un autre géant du Karakorum. C'était une victoire qui leur a donné confiance. Peut-être trop de confiance. Le Broad Peak n'était pas un accomplissement mineur, mais comparé au K2, c'était une bête complètement différente. Quand la saison d'escalade sur le K2 a commencé, la montagne montrait déjà son côté sombre. De la neige jusqu'à la taille recouvrait les pentes, des avalanches déchiraient ses faces et des murmures de danger se répandaient dans le camp de base. Les Sherpas vétérans et les grimpeurs expérimentés appelaient également à la prudence. Un par un, les équipes ont commencé à se retirer, décidant que les risques étaient tout simplement trop élevés. Mais Marty et Denali n'ont pas fait demi-tour. Pour eux, la retraite n'était pas dans le plan. Ils ont continué, ouvrant un sentier là où d'autres refusaient d'aller, se frayant un chemin à travers des champs de neige instables vers le camp 3 à 7200 mètres. Certains ont vu cela comme de la bravoure, d'autres comme de l'imprudence. Et dans cette décision, le choix d'escalader quand tous les autres sont restés derrière, leur destin était scellé. Parce que la montagne ne les attendait pas seulement, elle préparait son coup le plus mortel. Le 26 juillet 2013, Marty et Denali ont transmis par radio depuis le camp 3.
Leurs voix crépitaient à travers la statique, portant l'épuisement, mais aussi la détermination. Ils ont rapporté avoir atteint le camp après une poussée épuisante à travers la neige jusqu'à la poitrine. Il était tard, le temps était instable, mais ils y étaient arrivés. Cette brève transmission serait la dernière que quiconque entendrait d'eux. Pendant le jour suivant, les radios sont restées silencieuses. D'autres grimpeurs dans des camps plus bas ont attendu des mises à jour qui ne sont jamais venues. Les rumeurs ont commencé à onduler à travers le camp de base. Certains espéraient que le silence signifiait qu'ils se reposaient, conservant leur énergie pour une poussée plus haute. Mais d'autres connaissaient la vérité. Le silence sur le K2 est rarement un bon signe. Des tempêtes ont balayé la montagne, coupant toute chance de sauvetage immédiat. Pendant 2 jours, leur absence est devenue plus lourde à chaque heure qui passait. L'équipe père-fils, autrefois admirée pour sa force et sa résistance, était maintenant des fantômes sur les pentes du K2. Et quand les Sherpas ont finalement pu grimper vers le camp 3, ce qu'ils ont trouvé confirmerait les pires craintes de tous ceux qui attendaient en bas. Quand les Sherpas ont finalement atteint le camp 3, la scène était dévastatrice. La tente que Marty et Denali avaient montée avait disparu, aplatie, déchiquetée et enterrée sous des couches de neige instables. Leur équipement, indiscutablement le leur, était éparpillé sur la pente, à moitié avalé par la glace. Les signes étaient clairs. Une avalanche avait traversé le camp avec une force brutale. Pour les grimpeurs qui ont fait la découverte, la réalisation était accablante. Ils n'avaient pas seulement trouvé des débris. Ils avaient trouvé confirmation. Personne n'aurait pu survivre à ce torrent de neige et de roches. Le K2 avait réclamé encore une autre paire de vies. Cette fois, un père et son fils. De retour au camp de base, la nouvelle s'est répandue rapidement. L'espoir s'est évanoui en un instant. Le rêve d'un sommet père-fils s'était terminé de la manière la plus tragique possible, effacé en silence sous une avalanche. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car quand la nouvelle s'est répandue, la communauté des grimpeurs et la famille de Marty, à des milliers de kilomètres, seraient forcés de faire face à la réalité déchirante de ce qui s'était passé. Les nouvelles de la découverte ont atteint le monde extérieur rapidement, mais pour la famille de Marty et Denali, la confirmation était insupportable. Leur fille Sequoia a écrit sur les réseaux sociaux les mots que personne ne veut jamais partager. Son père et son frère étaient partis. Ce message unique a résonné à travers la communauté de l'alpinisme, frappant avec le genre de finalité qui a laissé les gens stupéfaits. En Nouvelle-Zélande, où Marty avait construit sa réputation, les hommages ont afflué. Les grimpeurs se sont souvenus de lui comme intrépide, un homme qui repoussait les limites, mais toujours avec un profond respect pour les montagnes. Les amis ont parlé de la créativité de Denali, de son esprit vibrant et de l'avenir brillant qui a été coupé à seulement 25 ans. Pour ceux qui connaissaient personnellement la paire, la douleur était presque impossible à exprimer en mots. Un père et un fils unis par un rêve, emportés ensemble dans l'endroit qu'ils aimaient le plus. Et pourtant, même dans le deuil, une pensée continuait à surgir. Ce n'était pas la fin de leur histoire, car les héritages, surtout dans le monde de l'escalade en haute altitude, ne disparaissent pas dans les avalanches. Ils vivent dans les souvenirs, dans les histoires et dans les montagnes elles-mêmes. Dans les semaines qui ont suivi la tragédie, le monde de l'escalade s'est rassemblé pour honorer Marty et Denali. Un service commémoratif en Californie a réuni familles, amis et compagnons alpinistes, des personnes qui avaient été inspirées par la poursuite implacable de Marty des sommets et par le lien rare et inébranlable qu'il partageait avec son fils. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec le deuil. Sequoia, leur fille et sœur, a plus tard voyagé au K2 elle-même, affrontant la même montagne brutale qui avait pris sa famille. Son voyage ne concernait pas l'escalade jusqu'au sommet. Il s'agissait de chercher, comprendre et trouver un moyen de porter vers l'avant ce que Marty et Denali avaient laissé derrière. Elle écrirait finalement Voyage du cœur, un mémoire qui a révélé la profondeur émotionnelle de la perte, mais aussi le pouvoir durable de l'amour et de la connexion. Parmi les grimpeurs, Marty et Denali sont devenus des symboles, non seulement du risque, mais des liens incassables qui attirent les gens vers les montagnes malgré les dangers. Leurs noms vivent dans les histoires racontées dans les camps de base, dans les moments silencieux avant les poussées vers le sommet, et dans les avertissements que le K2 n'épargne personne, peu importe leur force ou leur expérience. Leur héritage est un d'aventure, de famille et du rappel ultime de ce qui est en jeu sur les sommets les plus mortels du monde. Alors que le K2 est souvent appelé la montagne sauvage, pour Marty et Denali Schmidt, elle est devenue quelque chose d'autre, à la fois la scène de leur plus grand rêve et l'endroit où ce rêve a trouvé sa fin tragique. L'histoire de Marty et Denali Schmidt n'est pas seulement à propos d'une tragédie sur le K2.
C'est à propos de la ligne très mince entre triomphe et désastre dans les montagnes et les choix qui définissent ceux qui osent les escalader. Pour Marty, l'escalade n'a jamais été juste un sport. C'était un mode de vie, qu'il a transmis à son fils. Et pour Denali, les montagnes ne concernaient pas seulement atteindre les sommets. Elles concernaient créer, explorer et pousser au-delà de ce qui semblait possible. Ensemble, ils ont incarné à la fois la beauté et le danger de poursuivre des rêves dans les endroits les plus impitoyables du monde. Leurs morts servent comme un rappel brutal. Sur des pics comme le K2, aucune quantité de compétences, d'expérience ou de détermination ne peut garantir la survie. La montagne décide qui reste et qui ne reste pas. Mais ce qui fait perdurer leur histoire n'est pas seulement l'avalanche. C'est le lien entre un père et un fils unis par corde, confiance et amour. Escaladant non pour la célébrité, mais l'un pour l'autre. Et peut-être c'est la leçon durable, que même dans les endroits les plus durs de la Terre, les connexions que nous portons importent plus que les sommets que nous atteignons. Parce que quand les gens prononcent les noms Marty et Denali Schmitt, ils ne se souviennent pas seulement de comment ils sont morts. Ils se souviennent de comment ils ont vécu, côte à côte, poursuivant le ciel.